Bonjour Adrien Chlouet. Bonjour. Soyez le bienvenu. On Merci. va revenir évidemment sur les violences, dégradations, ce qui ont eu lieu après la victoire du PSG en Ligue des Champions face à Arsenal. Il y a eu 890 interpellations, 312 personnes placées en garde à vue, soupçonnées d'avoir soit transporté des explosifs, soit ils étaient soupçonnés de vol, de violence sur les forces de l'ordre, de dégradation, de participation à un groupement en vue de commettre des violences. Laure Becquot, la procureure de la République de Paris, avait prôné la fermeté écoutée. Pour les faits les plus graves, je veux le dire, nous ne lâcherons rien. À l'égard de ces événements, la politique pénale que j'entends pratiquer à Paris est une politique pénale de fermeté et de renoncement à toute excuse qui est injustifiable en la matière. Elle avait dit la justice serait intraitable. Emmanuel Macron l'avait rappelé aussi quand il a reçu les joueurs du PSG dimanche à l'Élysée. Il a dit ça suffit, on en a ras-le-bol, on sera intraitable. Le mot avait été utilisé avec ceux qui ont été attrapés. Et pourtant, donc 26 personnes sont passées devant un juge depuis samedi. Il y en a d'autres aujourd'hui. Aucune peine de prison ferme. Ils sont tous ressortis libres. Vous le comprenez ? Ça dépend les motifs pour lesquels les personnes ont été amenées devant le juge. Et ça, c'est la justice qui, en France, est indépendante. Mais moi, je voudrais me rappeler quand même de deux choses. D'abord, le fait qu'il y a aussi eu des très belles scènes de joie populaire. C'est bien aussi de s'en parler. Je pense à cette vieille dame, vous avez vu peut-être sur les réseaux sociaux, qui a été acclamée par une partie de la foule. C'est des très beaux moments aussi pour beaucoup de personnes. Et effectivement, une phase beaucoup plus sombre avec des dégradations et des violences qui ont été commises et qui ont mis en danger et des agents de police et des personnes qui venaient pour faire la fête. Donc comment on s'en sort Vous avez vu dans Le Parisien cette petite Camille, cette jeune adolescente qui était fan, qui est malade aussi et qui a été traumatisée, qui a eu la peur de sa vie après les débordements. Mais bien sûr. Et donc moi je pense qu'il est urgent de faire un point sur la méthode aujourd'hui qui est utilisée pour proposer aux gens d'avoir des espaces pour faire la fête et de les sécuriser. Parce que dans 10 jours, il y a le début de la Coupe du Monde de foot. Donc il va falloir trouver une méthode qui fonctionne. Et notons quand même que la France est une exception en Europe là-dessus. Il n'y a qu'en France que vous avez ce type de débordement. Les Anglais, par exemple, contre lesquels il y avait le match, n'ont pas l'habitude de débordements comme ça. En Allemagne, en Belgique, en Italie, il y a d'autres manières d'organiser. Mais c'est ça le problème, c'est l'organisation, ça passe par les fan zones. Je pense notamment. À mon avis, l'organisation, elle a un peu deux piliers. Vous voyez, il y a d'abord comment on encadre pour que les gens puissent faire la fête en sécurité. C'est quand même le premier enjeu. Il y a des milliers de gens, ils viennent, ils ont envie de s'amuser, ils sont hyper heureux. Donc je pense que avoir des fan zones, avoir des écrans géants, ça permet d'avoir des espaces déjà où tout le monde n'est pas au même endroit. Donc ça évite les effets de masse incontrôlables et ça permet d'avoir aussi des effets de transport en commun de proximité parce que là, une des problèmes que vous avez eu, c'est que lorsqu'il y a un mouvement de foule, il n'y a pas de métro, il y a parfois 2-3 stations de métro fermées à côté, donc vous créez des énormes mouvements de foule qui sont impossibles à gérer, qui mettent tout le monde en danger. Adrien Chlouet, c'est pas pour ça qu'ils ont cassé ou dégradé ou tapé sur des abribus, brûlé des poubelles ou je ne sais quoi, ou tapé sur des forces de l'ordre. Vous n'allez pas intervenir facilement lorsque vous avez tous les gens à un seul endroit et que rien n'est prévu pour surveiller et organiser. Comment vous voulez intervenir facilement en plein milieu d'une foule avec des gamins, etc. Et puis c'est pas qu'à Paris d'ailleurs. Mais les mouvements de foule. Il y a eu des fan zones, il y en avait en banlieue parisienne. Mais d'ailleurs, je prends un exemple. La Courneuve, vous avez un maire insoumis, Ali Diouara. Il y avait une fan zone, il y avait écran géant, il y avait d'ailleurs une animation. Ça a démarré à 10h le matin pour que toutes les familles, jusqu'au soir, 1200 personnes sont venues, rien. Les gens ont fait la fête, tranquille. Tout était bien organisé parce qu'il y avait assez d'espace pour tout le monde. S'il y a quelqu'un qui se chauffe un peu, qui fait n'importe quoi, tout de suite, on peut l'isoler des autres, etc., etc. Ce qu'on ne peut pas faire lorsque vous avez un bloc de plein de gens agglutinés, c'est incontrôlable. Et ça, c'est le premier élément, c'est comment on sécurise les gens. Et le deuxième, c'est comment on organise l'intervention pour ne pas mettre en danger ni les agents de police, ni le public qui est là. Et ça, notamment, je pense, c'est la doctrine de la désescalade qui est en cours en Allemagne, en Suède, en Belgique, au Royaume-Uni, et qui, plutôt que de faire une intervention sans parler aux individus sur lesquels elle a lieu l'intervention, gaz lacrymogène, charge de police. Par exemple, en Allemagne, vous avez des écrans géants lumineux qui s'adressent aux gens en disant la police interviendra dans 5 minutes. Elle fera ci, elle fera ça. Vous avez beaucoup moins de violence. Parce que les gens comprennent, ils anticipent. Ils peuvent par exemple se déplacer là où c'est sécurisé et laisser le champ à la police. Ce qui n'est pas clair, Adrien Chlouet, est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé, les images qu'on a pu voir? Évidemment, c'est très. Ces dégradations, ces vols, ces violences, ces incendies. On parle de morts, de blessés et de dégradations. C'est-à-dire tout le monde a envie qu'il n'y ait pas ça en France. Évidemment que tout le monde condamne. Est-ce que vous pensez que la justice a été intraitable comme on avait dit qu'elle le serait? Moi, je suis dirigeant politique, donc je ne suis pas là pour donner des ordres à la justice. Je pense que la justice, elle fait son boulot, qu'elle applique la loi en l'espèce et qu'il y a eu beaucoup d'arrestations qui ont été un peu au petit bonheur la chance. Parce que comment vous voulez que les agents de police retrouvent exactement dans une foule les gens responsables de tel ou tel acte? C'est un problème, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau qu'il faudrait de la reconnaissance? Ça commence mal. Non, mais justement, est-ce que vous seriez d'accord? Parce que vous dites c'est difficile de les reconnaître et de savoir qui fait quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau qui plaide pour une reconnaissance faciale et avec les nouveaux outils qu'on peut avoir? Non, parce
qu'il n'y a pas besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'abdiquer les libertés individuelles. Je donnais des exemples. Les Belges, les Allemands, les Anglais, les Suédois nous montrent comment faire. Enfin, je veux dire, les gens se rassemblent tout autant après des matchs. Il y a tout autant des gens à l'intérieur qui font absolument n'importe quoi. Comment vous expliquez qu'il n'y ait jamais autant de violence dans d'autres pays? Comment vous expliquez que la France soit le seul pays d'Europe? Je vous pose la question. Pourquoi pourquoi ça s'est bien passé à Budapest? Pourquoi ça s'est bien passé à Londres? À mon avis, la condition, c'est avoir des espaces de fan zone qui canalisent tout le monde et qui organisent les allées et les sorties des gens. Et deuxièmement, une doctrine de police qui vise la désescalade. Parce que les violences, elles n'ont pas eu lieu pendant le match. Elles ont surtout eu lieu après la sortie. Et ça s'est enquillé, j'allais dire, toute la nuit. De toute façon, les fan zones, c'est en dehors du match lui-même. Oui, mais après toute la nuit, c'est-à-dire que ces gens sont sortis de l'espace, on va dire, soit du Parc des Princes, soit et ils sont allés dans Paris. Ils sont allés sur les Champs-Élysées ou ailleurs. Donc là, le problème des fan zones, elles vont rien résoudre. Bah si, par exemple, vous en auriez une, vous donnez l'exemple, Champs-Élysées. Ils sont sortis à 4h du matin. Vous auriez quelques espaces. Vous savez qu'il y a des pays. Plus tout ça. Il y a des pays où vous avez des zones comme ça qui ont lieu jusqu'à très tard, qui sont sécurisées. Entrées, sorties sont contrôlées. Quand il y a quelqu'un qui sent mal ou qui a trop picolé, au moins vous êtes sûr d'identifier, etc. Sur le périphérique parisien, c'est pas un problème de fan zone. Quand ils vont dans Paris. Vous avez vu les images de certains quartiers? Oui, bien sûr, j'ai vu les images. Mais si, ça dépend, parce que vous avez des gens qui, en fait, ont des mouvements de foule, se font entraîner par les autres. Et on est bien après la fin du match. Oui, mais moi, je pense qu'il faut empêcher que des mouvements de foule et des gens se fassent entraîner par les autres. Et parce que ça facilite le travail de la police pour la prévention. Et puis, deuxièmement, ce que je disais, la désescalade, c'est la clé. On a quand même eu des scènes aussi hallucinantes, quoi, du gaz lacrymo dans les métros. Vous voyez, en fait, tout ça crée des formes de violence où plus rien n'est contrôlable, parce que la police, elle est débordée. Mettre le feu volontairement à une poubelle ou à un Vélib. Est-ce que c'est un problème de désescalade? Je prends un exemple. Alors oui, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait fait avec une police, par exemple, en Allemagne ou au Royaume-Uni? Vous auriez eu un écran lumineux qui dit quelqu'un a mis le feu à une voiture, la police va intervenir pour extraire cette personne-là, merci de vous mettre sur le côté ou d'aller de tel côté, telle rue, telle rue. Et les gens, ils ont la consigne, ils comprennent pourquoi la police arrive, ce qui n'est pas le cas ici. Si vous avez des gens qui sont à 200 mètres, ils ne savent pas trop ce qui se passe, ils voient la police chargée, donc ils courent n'importe où, et vous rendez l'intervention policière beaucoup plus dure pour tout le monde. Donc c'est la faute de la police? Des gens... attendez, c'est pas la police qui fait sa doctrine. J'ai pas dit que c'est la faute de la police, j'ai dit que c'est la faute de la doctrine d'intervention. L'équipement n'est pas le bon. La manière dont la police est déployée n'est pas la bonne. C'est moins efficace que ce qui se fait ailleurs et c'est plus violent. On n'a pas besoin de rien clouer d'un panneau pour nous dire on n'a pas le droit de mettre le feu, par exemple, à un Vélib ou un. Mais le panneau s'adresse pas à la personne qui a mis le feu. Le panneau s'adresse aux gens autour qui n'ont rien à voir avec ça. Ce qu'il faudrait, c'est que déjà n'y ait pas ces actions. Mais ça, je suis d'accord qu'il faudrait qu'il n'y ait pas. Qu'il n'y ait pas des feux de poubelle, qu'il n'y ait pas des forces de l'ordre. S'il n'y avait jamais de feu de poubelle, il n'y aurait plus de police. Bon, il y a parfois des feux de poubelle. Donc le sujet, c'est comment la police intervient efficacement pour juste que la personne qui a mis le feu soit la personne interpellée. Pourquoi, alors qu'on vient de gagner une formidable, et vous l'avez dit, c'est une formidable victoire en Ligue des Champions, pourquoi est-ce que pour exprimer la joie, on casse, on commet des violences, on dégrade? Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Alors moi je le fais pas, par exemple, donc du coup je ne peux pas. Tant mieux, je vous félicite. Je sais, merci. Non, mais ça il faut le comprendre. Enfin, j'ai pas dit le justifier. J'ai dit il faudrait qu'il y ait des chercheurs qui nous disent pourquoi des gens font ça. Ça c'est le boulot des chercheurs, nous dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est des mouvements de foule? Pourquoi est-ce que les Anglais ne sont pas dit tiens on a perdu, on va mettre le feu à un abribus? En fait, c'est pas exactement vrai là ce qu'on dit. Au Royaume-Uni, vous avez aussi des gens qui font ça. Simplement, ils sont tout de suite interpellés plus efficacement avant qu'ils se regroupent, avant que ça n'arrive jusque-là. Parce que les conditions dans lesquelles intervient la police britannique sont des conditions meilleures d'intervention. Pourtant, la police britannique, souvent, elle n'y va pas de main morte. Oui, mais elle n'est pas armée, par exemple. Oui, mais elle y va, elle va au contact, que ce soit par exemple pour les rodéos. Oui, mais c'est pas la première doctrine. La première doctrine, c'est informer les gens pour qu'ils puissent se disperser, qu'ils puissent bouger et qu'ils savent. Là, on les a suffisamment inversés. Tout le monde était au courant qu'il y allait et on craignait ces débordements et ces violences. Donc tout le monde est au courant qu'il peut y avoir ça en France. Oui, mais par exemple, c'est ça qui est grave d'ailleurs. Oui, mais attendez, par exemple, imaginez, il y a un boulevard et une contre-allée, vous voyez, où il y a, on va dire, une rue perpendiculaire. Ceux qui sont d'un côté de la rue ne savent pas pourquoi la police intervient de l'autre côté. Alors ils courent n'importe où. Parce que les gens ne savent pas ce qui se passe, il n'y a pas de métro à côté. Donc vous ne savez pas où aller. Par ailleurs, quand la police intervient, vous ne savez pas si la police va dans une direction, dans l'autre. Et les policiers ont eux-mêmes face à eux plein de gens qui courent dans tous les sens, ce qui rend beaucoup plus compliqué leur intervention. Je pense que ces raisons-là plaident pour les logiques de désescalade, qui facilitent le boulot de la police, mais d'intervenir plus vite, dès le début d'un acte de délinquance, et aux gens autour de ne pas être concernés par cet acte de délinquance, de savoir, on leur dit, dans 2 minutes, la police arrive, point d'impact, tel endroit, parce que quelqu'un brûle une bagnole. Les gens disent, ah ok, quelqu'un brûle une bagnole, c'est pour ça que la police arrive, on se met sur le côté de la route, la police passe, elle interpelle les 1 ou 2 personnes concernées, et elle s'en va avec. Et ça évite des situations
hallucinantes qu'on a vues durant cette nuit de tirs de gaz lacrymo sur des places bondées, où du coup les gens ne savent pas pourquoi, ils se mettent à courir partout, il y a des gens qui tombent, qui se blessent, il y a des gens qui se mettent évidemment devant, entre la police et les délinquants, et vous voyez le truc. Si je comprends bien ce que vous nous dites, le problème, ce n'est pas de la responsabilité de ces gens, de ces jeunes gens qui commettent des actes qui sont, alors inciviques, le mot est ferme, mais des dégradations, des violences, mais c'est de la faute de la police qui n'a pas les moyens de bien les extraire et les interpeller. D'abord, s'il y a un manque de moyens, c'est pas la faute de la police, c'est la faute du gouvernement. C'est un manque de moyens dans la police. Les policiers sont pour rien dans le fait de ne pas avoir les bonnes dotations efficaces. Est-ce que c'est la faute en aussi revanche, il n'y a pas plus d'actes de délinquance en France que dans d'autres pays. En revanche, dans d'autres pays, c'est traité différemment pour que ça ne prenne pas ce type de proportions-là. Mais il faudrait déjà éviter qu'il n'y ait pas de violence quand la France gagne ou perd un match d'ailleurs. Et la question c'est comment on fait pour canaliser. La responsabilité, elle est individuelle aussi, pour éviter des foules, éviter que ces jeunes gens se disent c'est génial, on a gagné, on va aller piller les vitrines des Champs-Élysées. Moi, je viens vous parler ici comme député. Donc mon objet, c'est comment on organise la société pour que même lorsqu'il y a un acte de délinquance, eh bien, on puisse arrêter cet acte et protéger les gens autour. Ça, c'est notre responsabilité politique, à nous toutes et à nous tous. Après, dire aux gens, il ne faut pas le faire, évidemment qu'il ne faut pas commettre des dégradations, et évidemment qu'il n'y a aucun lien entre les dégradations qui peuvent être commises et la joie populaire qu'on a après le sport. Mais le sujet qu'on a politique, c'est comment on fait pour empêcher ces actes et empêcher leur reproduction. Gabriel Attal, ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle, était l'invité d'RTL hier. Il a réagi aux violences qui ont suivi cette victoire et il appelle à un durcissement de la justice des mineurs. Écoutez-le. J'ai toujours dit que le « en même temps » ne pouvait pas exister en matière d'autorité et qu'il fallait plus de fermeté, notamment sur la délinquance des mineurs. J'ai été nommé Premier ministre et j'ai eu les mains libres pour avancer. Vous vous en souvenez, j'avais dit « maintenant, c'est tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. » La fête, ça ne peut pas être la casse. Il y a toujours eu des hooligans dans les stades, aux abords des stades. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que maintenant la casse, elle se fait même très loin des stades. Et que finalement, quand vous avez une victoire, tout de suite, le réflexe, pour un certain nombre de jeunes, c'est d'aller casser un peu partout dans un certain nombre de villes. Et ça, c'est un vrai changement de société. Changement de société, Adrien Clouet. Il y a plusieurs choses, on va en revenir, mais déjà sur ça, il y a un changement. Comment vous expliquez ? Il n'y a pas de changement de société, déjà en 98. Mais non, 98. Mais non, il n'y a pas tellement de violence par à ce point-là, c'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de dégradations. Si, il y a eu beaucoup de dégradations, il ne faut pas non plus l'oublier. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Mais il y a eu le cas dans beaucoup de matchs. Ça fait maintenant quelques décennies quand même que c'est installé, ce type de dégradation. Et la question, c'est les pays qui les gèrent mieux que les autres, c'est-à-dire qui les préviennent à la source, les empêchent dès que ça a lieu, et les pays qui ne le font pas, et qui attendent que ça dégénère, n'ont pas les lieux organisés pour canaliser les foules, et n'ont pas l'intervention policière. Ça se passe en dehors des stades. En dehors de tout, c'est après. En 98 aussi, c'est passé en dehors des stades. Après. Mais en 98 aussi, c'est passé en dehors des stades. Aucune commune mesure. Moi, la question que je pose lorsque j'entends parler de durcissement des peines, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'une seule des personnes déférées aujourd'hui... C'était la France qui organisait. Oui. Mais est-ce qu'il y a pour vous une seule personne déférée qui est au courant des peines qu'elle encourt ? Franchement, est-ce que les gens ils savent la peine qu'ils encourent ? Ils n'en savent rien. Donc vous rajoutez un an ou deux de plus. Je ne pense pas que ce soit déterminant pour le passage à l'acte en fait. Les gens ne savent pas ce qu'ils encourent comme peine. Ils savent que c'est pas bien quand même. Oui, mais du coup, qu'est-ce que ça change de rajouter un an ou 2 ans de plus ? Mais c'est pas ça qui rajoute, c'est pas 1 an ou 2 ans de plus qui va rajouter. Ce qui, à mon avis, est l'essentiel. Surtout ce qui risque pas. Oui, mais on dit ce qui est essentiel, c'est la prévention dans le déploiement de la police et la sécurisation. D'ailleurs, sur les commerces et les boutiques, j'ai vu que beaucoup de commerçants étaient quand même plutôt satisfait par la protection initiale qui avait été mise en place dans plusieurs quartiers de Paris. Donc parce qu'après, ils n'étaient pas satisfaits, on a attendu le micro aujourd'hui. Non, mais il faut aller sur la protection, a priori, la prévention. Mais ils ont fermé surtout beaucoup. Des médiations, le déploiement des médiateurs pour empêcher ça à la base et l'organisation de grandes fan zones et si possible plusieurs fan zones pour éviter les mouvements de foule et la concentration maximum de gens. Et dernièrement, lorsque a lieu une voie de fait, une dégradation, une violence, oui, il faut extraire tout de suite les gens du reste de la foule. Tu casses, tu répares, disait Gabriel Attal. Vous êtes d'accord ? C'est déjà le cas. Le travail d'intérêt général, ça existe depuis des décennies. Donc, je veux dire, ça existe cette histoire. C'est du slogan. Et vous pensez que c'est dissuasif ? Moi, je ne pense pas qu'en fait la peine soit dissuasive. Elle est utile, la peine, parce qu'elle marque l'importance de ce qui s'est passé. Mais c'est pas parce qu'il y a une peine que vous êtes dissuadé, parce que personne ne connaît la peine qu'il encourt avant, dans ce moment-là. Ils savent que c'est pas possible, que normalement on peut se faire arrêter. Enfin, ça pourrait. Moi, je sais, j'ai pas envie de le faire parce que je sais que je risque quand même quelque chose. Non, mais à quoi ça sert une peine ? À quoi ça sert une... Voilà, c'est ça. Non, mais vous savez que vous risquez quelque chose, que ce soit que ce soit 6 mois. Je sais pas exactement, mais je sais que c'est interdit par la loi et donc dans ces cas-là, je peux être jugé. Mais c'est une bonne démonstration. Vous êtes en train de me dire qu'en fait vous-même, vous savez pas, c'est pas le quantum de peine qui détermine que vous le fassiez ou pas. Vous savez ce qui est illégal. Maintenant, le sujet, c'est comment on prévient. Ils sont tous ressortis libres.
Mais moi, je ne sais pas les motifs pour lesquels les gens ont été en l'espèce. Que ce soit des vols, que ce soit des dégradations, que ce soit des violences contre les forces de l'ordre, que ce soit transport de mortiers d'artifice, on n'a pas le droit, ou participation en groupement en vue de commettre des violences. Donc c'est quand même des chefs d'accusation. C'est pas la même chose s'ils sortent libres ou sortent avec des condamnations qui ne sont pas des condamnations de peine de prison. Oui, non, mais voilà, moi, je ne connais pas les peines. Il n'y a pas de prison ferme. Il n'y a pas de prison ferme. Moi, je pense qu'on peut quand même avoir confiance dans les juges. À quoi ça sert la prison ferme? La prison ferme, ça sert si on pense que la personne est une menace pour la société, elle doit être mise en dehors et elle doit faire l'objet du coup d'une réintroduction à l'ordre social, après un certain temps passé en dehors de la société. Le juge a jugé visiblement que ce n'était pas nécessaire, que les personnes n'avaient pas besoin d'être mises en dehors pendant des mois ou des années de l'ordre social pour pouvoir y revenir. Eh bien, moi, j'ai envie qu'on suive. Tout ça gâche la fête, justement. Ah bah évidemment que ça gâche la fête. Vous avez vu l'image de la France. Attendez, vous avez plein de gens blessés. On avait tous France hier, il y avait des dirigeants, des patrons d'entreprise qu'on retient. C'est les images de Paris à feu et à sang. Oui, c'est bien pour ça qu'il faut, à mon avis, je le redis, avoir des espaces où on fait la fête en sécurité, une doctrine policière qui sécurise et les policiers et les personnes qui font la fête et qui permettent ainsi de tout de suite extraire de ces mouvements de foule les personnes qui commettent des délits. Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale et l'invité des grands entretiens d'Europe 1 Info. Dans un instant, on se projettera à 2027. On parlera aussi des 13h, 15h, Europe 1 Info. Et les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info se poursuivent avec vous, Clélie Mathias, et votre invité, Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne et vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Adrien Clouet, les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle 2017. Il y a eu 8 ans d'enquête et le parquet de Paris a annoncé 4 mises en examen, parmi lesquelles celle de Bastien Lachaud, le trésorier de la France Insoumise, et celle de Sophia Chikirou, la compagne de Jean-Luc Mélenchon, propriétaire de Mediascope. C'est la société de conseil en communication qui est accusée d'avoir surfacturé certaines prestations. Écoutez Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Et elle était en conférence de presse aujourd'hui et elle assure que LFI n'a rien à se reprocher. Ni le candidat Jean-Luc Mélenchon, ni le directeur de campagne Manuel Bompard n'ont été entendus par les juges, ni mis en examen. Et que la contre-expertise qui avait été demandée par le conseil de Mediascope a démontré qu'il n'y avait aucune surfacturation qui était ce qu'on nous reprochait. Nous attendons donc qu'il y ait donc une absence de procès, qu'on en finisse définitivement avec une affaire qui dure depuis maintenant 8 ans et sur laquelle il n'y a jamais aucun élément qui a été prouvé. C'est un coup dur pour la France Insoumise? Bah non, puisqu'il ne s'est rien passé de nouveau aussi. Il y a des mises en examen quand même. Mais ça avait déjà lieu. Il n'y a pas de nouvelle mise en examen. C'était déjà le cas. Donc en fait, il ne se passe rien de nouveau. Ce qui s'est passé, c'est que l'affaire des assistants parlementaires, elle, a été totalement mise de côté. Vous savez, on nous accusait aussi de je ne sais pas quoi là-dessus. C'est fini, cette histoire. Ils ont dit en fait, il n'y a rien. Donc maintenant, ce qu'on attend là-dessus, c'est que ça suive et qu'ils nous disent, effectivement, on a enquêté pendant 8 ans quand même. C'est quand même long, 8 ans. Ça fait 8 ans qu'ils cherchent, ils ne trouvent rien. Même bientôt 9 ans. Que si, puisque tout au long de ces 8 ans, il y a eu 4 mises en examen. Là ce qui se passe, c'est que l'enquête, elle est terminée. Maintenant, il y a les mises en examen. Donc après, justice va se poursuivre. Ah mais bien sûr, de toute façon, on attend la suite des opérations. Déjà, sur la moitié des choses, on a eu gain de cause. Au début, on nous disait aussi le candidat, le directeur de campagne était concerné. Finalement, c'est pas le cas, ils ne sont même pas mis en examen. On nous disait il y a des histoires de facturation. On attend de pouvoir montrer, il y a une contre-expertise, ça a été dit par la présidente Mathilde Panot à l'instant. Il y a une contre-expertise de Mediascope qui a montré que les tarifs pratiqués étaient les mêmes que ceux du marché. Ils étaient juste libellés différemment de certains des concurrents. Voilà, donc maintenant, il nous semble que le débouché le plus logique, après 8 ans sans aucun élément en fait nouveau ajouté à ce dossier qui est quand même très maigre, c'est qu'on en finisse tranquillement. Et on verra la suite judiciaire. Je voudrais vous faire écouter, on va parler de 2027 cette fois-ci. Oui. Raphaël Glucksmann, député européen, président de Place Publique, il était l'invité de BFM TV ce matin. Il croit en ses chances de battre LFI. Écoutez-le. La vérité, c'est que la dernière fois qu'il y a eu une confrontation avec la France Insoumise dans une élection nationale, nous les avons pliés et nous les plierons à nouveau parce qu'une écrasante majorité des électrices et des électeurs de gauche ne veulent pas de cette fracturation permanente de la société. Ils veulent une gauche démocratique et républicaine. Et par ailleurs, ils savent aussi pertinemment qu'envoyer Jean-Luc Mélenchon au 2e tour, c'est assurer la victoire de l'extrême droite. Et qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est devenu une sorte d'agent électoral de l'extrême droite. Raphaël Glucksmann, qui, selon différents sondages, est au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Écoutez, la seule chose qu'a plié M. Glucksmann pour l'instant, c'est visiblement son formulaire de congé payé, puisqu'il a dit qu'il prenait 3 mois tranquille pour réfléchir. Donc c'est bien, je l'encourage à beaucoup réfléchir. Il avait un mandat pour ça, mais visiblement il lui manque 3 mois. Et en attendant, écoutez, nous on verra le jour où il sera candidat, si jamais il l'est.
Parce que pour l'instant, c'est le candidat papier mystère dans les sondages. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, écoutez, moi, j'attends de voir s'il y aura un candidat macroniste de plus avec M. Glucksmann. Ce qu'il dit, c'est qu'en cas de second tour entre le Rassemblement national et la France insoumise, c'est le Rassemblement national qui gagne, si jamais c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en face. C'est bien qu'il se projette sur un deuxième tour, mais vu qu'il n'y arrivera pas lui au deuxième tour, je l'encourage plutôt à réunir les conditions pour que la gauche gagne contre l'extrême droite. Je pense que c'est le rôle de tout dirigeant politique de gauche. Adrien Chloé, une dernière question. Vous savez, les Français sont inquiets. Ils vivent une crise de leur pouvoir d'achat en raison, entre autres, de la guerre au Moyen-Orient et de ses conséquences, notamment sur les prix des carburants. Et parmi les propositions que vous faites à LFI, vous dites qu'il faut augmenter tous les salaires, le SMIC bien sûr, mais aussi indexer les salaires sur l'inflation. Oui. Oui, mais alors, le problème, c'est que ça a un coût, notamment pour les finances publiques. Comment vous équilibrez ? Alors, c'est un coût sur les finances publiques sur le volet fonctionnaire, exclusivement aujourd'hui, sachant que par ailleurs, une partie de ce coût est déjà couvert, puisque vous savez qu'un fonctionnaire qui est en dessous du SMIC dans son traitement, il est rattrapé au niveau du SMIC. En revanche, bien sûr, là, il va falloir, au bout d'un moment, remettre les choses à plat. Il y a dans ce pays des dividendes qui ont augmenté de quasiment 300% en 30 ans. C'est-à-dire, quel salaire a augmenté de 300%? Il va falloir qu'on remette un petit peu le curseur vers les besoins populaires. Et d'ailleurs, tous ceux qui nous écoutent, vous avez bien noté, le SMIC est passé à 1 477 € net par mois si vous faites les 35 heures. C'est-à-dire que si vous êtes seul avec un enfant, vous êtes toujours en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est pas normal, vous voyez, on peut pas dire aux gens travailler ça aussi, et augmenter, soyez pauvres. Il y a ce débat en ce moment, pardon, je vais un peu rapidement, mais ça coûte aussi pour les entreprises. Elles le savent, elles le disent, elles le dénoncent. Ça dépend lesquelles, parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont besoin de clients, de consommateurs, les restaurants, les boulangeries. Quand vous montez le SMIC, vous savez que toutes ces boîtes-là, elles ont des nouveaux clients qui viennent, qui achètent plus, et c'est elles qui en sont les premières bénéficiaires.